Pour ce premier numéro de Matin Bonheur de cette semaine que nous vous souhaitons pleine de surprises, nous avons le privilège de recevoir une dame pluridimensionnelle. Elle est conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, titulaire de la chaire UNESCO, eau, femmes et pouvoir de décision. Experte consultante internationale en genre et développement, suivi, évaluation, coordonnatrice nationale du programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, l'ancienne ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, désormais écrivaine, nous fait l'honneur de sa présence. Et cette grande dame, cette illustre dame que nous vous demandons de recevoir et d'accueillir chez vous. Et même dans ce studio ici, tout le monde va l'applaudir bien fort pour lui manifester notre reconnaissance. Oh là 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 là, vous l'avez compris, nous sommes avec Madame Yao Nekwasi Euphrasie Hortense. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Tata Naomi. Bienvenue chez vous, installez-vous confortablement. D'accord. Ah, ça fait quelque chose, hein. Madame la ministre qui dit Tata Naomi. C'est la grande Tata Naomi de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est gentil, madame. Durant cette émission, notre invitée spéciale va jouer le rôle de co-animatrice, de consultante et de chroniqueuse. Mais avant, madame la ministre, il est important de vous demander si ça a été le réveil très spécial et très matinal de ce jour. Comment vous allez? Ben, ça va. Ça va. Vous savez, les femmes ont l'habitude de se réveiller tôt. Elles se réveillent la première à 4 h du matin, et qu'elles soient au village, au campement ou même ici en ville pour voir si tout va bien. Et elles dorment la dernière. Ça, tout le monde le sait. Donc vraiment, ça n'a pas été particulièrement difficile parce que c'est le rôle de la femme, c'est la beauté même de la femme qui se trouve là. Le décor est planté, amis téléspectateurs, et je suis sûre que vous n'oublierez pas de sitôt ce numéro avec la ministre Euphrasie Yao qui nous conduit à présent dans cette belle rubrique « Combien ça coûte ?» Vous sachant très bonne cuisinière, Madame la ministre, nous aurons besoin de votre aide pour proposer des menus à nos téléspectateurs en fonction justement de ces différentes qualités de viande qu'on va retrouver dans nos boucheries. Est-ce que vous êtes prête? Ça va aller. Ça va aller. Allez, viande de bœuf sans les os. On peut en avoir à 2800 francs CFA. Dites-nous, qu'est-ce qu'on pourrait bien cuisiner avec de la viande de bœuf sans les os? La viande de bœuf sans les os, on peut déjà faire des brochettes. Il n'y a pas les os, donc c'est facile à broyer. Faire des brochettes avec un bon spaghetti pour les enfants. On peut faire une soupe aussi, c'est-à-dire que voilà, une grillade, parce que généralement quand c'est les grillades, on n'a pas besoin qu'il y ait des os. Voilà, on peut faire ça pour les enfants. Elle pense toujours aux enfants. Oui, aux enfants. Oui, c'est pour d'abord. Oui, c'est très important. C'est très important de bien nourrir ses enfants. C'est le rôle de la femme aussi, hein. Et puis généralement, on peut faire des brochettes aussi pour les maris. Marie aime bien les brochettes, donc vous faites des brochettes. Les hommes, je vous oublie jamais, jamais, jamais. Super. On retrouve maintenant de la viande de bœuf cette fois-ci avec les os et sur nos marchés, on peut en trouver à 2600 francs CFA. Mais quel est le plat que madame nous propose? Avec les os, là c'est plusieurs sauces. Hein. On peut faire une bonne sauce claire, on peut faire la sauce junglée, toutes les sauces qu'on fait, même la sauce arachide, on prend la viande de bœuf avec les os et c'est agréable à manger. Puis après la finition, les os... Voilà, là c'est vraiment dans les sauces, c'est super. Ça marche. Et quand on a de la viande de bœuf, pardon, de la viande de mouton qu'on retrouve à 4300 francs CFA, avec cette viande-là, on pourrait faire quel mets? Quand je tombe au mouton, je vois pépé soupe. Tout de suite. Allez, c'est bon. Elle vous propose des menus, amis téléspectateurs, ça vous donne des idées pour la semaine. Et on arrive au poulet de chair qui coûte 1750 francs CFA en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le poulet de chair? Généralement, on fait des sautés. On fait du kégenou rapide. On fait du poulet braisé. Mais voilà. Vraiment beaucoup. Oui, accompagné d'attiqué, tout ça. Du poulet au four, quand c'est en entier, vraiment, je pense que c'est un plat qui est beaucoup consommé actuellement. Le poulet, tout le monde le mange. Et voilà. Super. Et en Côte d'Ivoire, on a cette particularité-là, le kplo. Ça, c'est assez l'unité sur nos marchés. Alors, avec ce kplo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quand j'entends kplo, je pense au placali. La sauce kolala, même ce qu'on mange avec les abolos là.
fait la sauce tomate. La sauce tomate, et puis on mélange oui. avec un bolo. C'est intéressant aussi. Super bon. Alors là, en régie, tout le monde est surpris. Ils disent vraiment, Madame la ministre, elle est calée là. Bon, voilà. Et la pâte de bœuf. Les pâtes de bœuf, on peut les avoir à 950 francs CFA. Qu'est-ce que ça vous inspire comme mets? Les pâtes de bœuf, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du djumblé. Tu vois, c'est bon aussi. Hein. Ça dit un peu fumé. Et on fait un djumblé là, c'est pas des mauvais, envies ce matin. Et puis mon mari aime bien les pâtes comme ça avec la soupe aussi. Hein. C'est-à-dire on fait bouillir, voilà, bien longtemps avec un peu de piment, tomate et ça se mange facilement. Super. Pas trop d'eau hein, surtout. C'est-à-dire on fait un peu plus à la vapeur. Plus à la vapeur. Voilà, on commence d'abord à faire à la vapeur pour que ça cuise bien et puis on met juste un peu d'eau et le jus là, waouh. Vous êtes en cordon bleu, Madame la ministre. On va terminer avec les pondeuses qu'on retrouve sur nos marchés à 2500 francs CFA. Les pondeuses, ça, c'est généralement, c'était les jours de fête, mais avec la sauce pistache. Ah! Hier même, c'est ce que les enfants ont mangé. Enfin, toute la famille a mangé. Avec la sauce pistache, c'est trop bon. Je voyais les enfants se régaler et tout. Mais la sauce pistache et cette affaire de 1er janvier, j'ai l'impression qu'il y a un pacte en Côte d'Ivoire. Oui. S'il n'y a pas de sauce pistache le 1er janvier, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque et donc avec la pondeuse, ça passerait bien. Oui, c'est vrai. Surtout la sauce pistache, là. Nous, souvent, on fait avec les pondeuses, mais on peut aussi le faire avec la pintade, voilà. Mais c'est important. Super. On découvre donc que Madame la ministre maîtrise bien les mets ivoiriens. Oui, mais on aimerait savoir aussi si elle fait du sport. Je fais du sport, mais il y a des moments, à un moment donné, j'ai eu quelques problèmes de, comment ils appellent ça? Au cou, là, voilà, cervical. D'accord. Voilà, et donc j'ai arrêté un peu, mais après le médecin m'a dit qu'avec la course, avec ça même, je peux faire la course. Je cherche à faire d'autres sports qui ne vont pas trop me causer de problèmes. Exactement. Sinon, vraiment, il faut faire le sport. J'aime beaucoup. J'ai ma machine aussi à la maison. Vous marchez? Mes 30 minutes, 1 heure, ça, je le fais à chaque fois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et comme on sait que vous êtes toujours de bonne humeur, pourquoi elle est tout le temps si souriante? Ben, c'est un trait de caractère. J'ai décidé de vivre dans la joie parce que quand tu es dans la joie, toutes les portes te sont ouvertes. Et puis, tu peux mener beaucoup d'actions. C'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de moments de tristesse et de joie. Mais moi, je fais fi, j'essaie, ça c'est sûr, hein, avec ma foi, de faire fi des moments de tristesse parce que je ne veux pas ressasser les tristesses alors que je dois avancer. Donc, je préfère mettre l'accent sur la joie, la paix, l'amour, et je baigne dans cet amour et tout ton environnement avec toi. Vous savez, je disais dans le livre qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Madame la ministre, est-ce que vous savez que votre souris, comme elle a dit, votre souris impacte les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils sont heureux, ils sont contents de vous voir sourire. Je n'achète pas le sourire. C'est juste un sourire que je donne parce que j'ai envie d'en donner et c'est ce qui déborde de mon cœur. Donc je pense que la joie, la paix et la joie. Et puis d'ailleurs, la joie, c'est le signe des enfants de Dieu. Hein. C'est ça. mais c'est vrai qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure quand on fera découvrir cette belle œuvre aux téléspectateurs. Mais il vous arrive quand même de pleurer. Oui. En secret peut-être. Oui, je pleure. Oui, je pleure. Tous ceux qui me connaissent savent que je pleure. Quand ça ne va pas, je me mets en moi-même, je reviens en moi-même. Et si je dois pleurer, je pleure. Je laisse mes larmes couler. Mais dans le secret, parce que les autres n'ont pas besoin de ça. Les autres ont plus besoin que tu les élèves, que tu leur permettes d'être en paix. Non. Mais dans le fond de ton cœur, dans le fond de ta chambre, à l'intérieur de toi-même, dans ta vallée, tu pleures. C'est important. C'est cela que les hommes, souvent, ils ont des problèmes parce qu'on leur a dit qu'ils ne doivent pas pleurer. Mais ça fait partie de la vie. Malheureusement, il y a des hommes qui souffrent. Moi, je travaille à la fois avec les hommes et les femmes. Je vois, tu vas pleurer, tu pleures. Tu pleures. C'est un moment de la vie. Alors, de janvier 2016 à janvier 2017, vous avez été ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Vous avez mené plusieurs actions, dont un cadre institutionnel et opérationnel de prise en charge des enfants en rupture avec la société, dont le nombre s'était accru avec la crise post-électorale que le pays a connue. Vous nous avez emmenés à ne plus dire
enfant de la rue. Désormais, avec vous, il faut dire enfant en conflit avec la loi. Pourquoi il était si important pour vous de changer cette expression? Est-ce qu'un enfant naît dans la rue? La première question que je me suis posée, mais un enfant ne naît pas dans la rue. La rue ne fait pas d'enfants. Les enfants, c'est dans la famille. Et donc, je me dis, c'est vrai qu'ils ont des difficultés. Ils font, entre parenthèses, des bêtises, mais ils demeurent des enfants. Donc, je me dis, ils sont en conflit avec la loi parce que ce qu'ils font n'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut prendre cette loi-là pour pouvoir les accompagner? C'est l'avenir de demain. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Et si ça ne va pas au niveau des enfants, c'est que ça ne va pas au niveau des parents. Et ça, je l'ai dit. Il n'y a pas d'enfants de la rue, il n'y a pas d'enfants qui soient nés dans la rue, c'est nous les parents. Donc, il faut que nous menions... Ça aussi, l'État essaie de mener des actions, mais c'est d'abord la famille. Je vous en supplie, c'est nous les mamans. Ça ne veut pas dire que tout le monde, mes enfants ont réussi. J'ai des enfants qui ont des difficultés, mais j'en pleure, j'en souffre. J'essaie de les amener sur le chemin des enfants et des neveux, oui. C'est ça le rôle. Vous voyez souvent, on pense que l'État doit tout faire. Moi, j'étais ministre, on m'a dit, oui, les enfants de la rue. Oui, c'est vrai, je suis ministre. Je vais mettre le cadre pour qu'on puisse travailler pour ces enfants, pour les ramener à la maison. Leur place est à la maison, c'est la famille. C'est l'unité de la famille qui fait le monde. Il faut que les anciennes choses qu'on pense qui sont passées, il faut qu'on les remémore, il faut qu'on se rappelle de ça pour que le monde soit uni, que le monde soit beau. Je vous en supplie. Vous avez tenu à échanger avec Madame la ministre avant de nous quitter, c'est vrai? Absolument, c'est un plaisir, on va encore le rappeler, Madame la ministre. Alors, je sais que tout ce qui on va dire tout ce qui concerne la femme vous intéresse, vous passionne énormément. Et nous, on est sportifs, et j'ai bien envie, Naomi, de demander à Madame la ministre, on va parler de l'équipe nationale féminine, bien évidemment. J'ai bien envie de lui demander qui est la capitaine de l'équipe nationale ivoirienne, on va dire les éléphantes de Côte d'Ivoire. Celle que je connais, c'est elle qui porte le brassard numéro 2, Fatou Koulibaly. Ah là 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 là. Ça peut marcher, hein, tu voulais la coller là. Ça peut marcher. Tiens, Valé Fatou, effectivement, elle est porteuse du dossard numéro 2. C'est la capitaine, effectivement. Félicitations, Madame la ministre. Elle est née le 13 février 1987 et elle évolue en Espagne. En tout cas, je voulais les encourager. Même si cette année, elles ne vont pas au Maroc, mais je sais que la femme, il n'y a pas de découragement au niveau des femmes et je sais qu'elles vont aller plus loin. Voilà. Vous suivez cette équipe, Madame la ministre? Oui, je sais qu'elles ne peuvent pas aller au Maroc, mais qu'elles ne se découragent pas. Parce qu'il faut, le football, c'est aussi bien pour la femme et pour l'homme. On a toujours dit ce que l'homme peut faire, la femme peut faire, sauf que nous, on peut accoucher, les hommes ne peuvent pas accoucher. Merci, Madame la ministre. Ngomblé, c'est bon, vous êtes satisfait? C'est bon. Naomi? Oui. Et vous? Moi aussi. La gardienne de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est facile. Ah, c'est facile. Je crois que c'est Cynthia Dioré, je l'apprécie particulièrement. Faites-les venir un jour sur le plateau. Hein. Quand elles sont de passage, n'hésitez pas à organiser cela. Merci beaucoup, Ngomblé. On va se retrouver lundi avec Thierry Angeval pour une autre rubrique sportive, pourquoi pas. Madame la ministre, est-ce qu'il vous arrive dans votre routine quotidienne de faire la revue de presse? Ce sont mes collaborateurs qui font la revue de presse et puis me font le point. Donc ça me permet de regarder, d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Mais je voulais m'attarder un peu sur le 23 mars, les élections. J'avoue qu'on a été très touchés par le fait qu'il y ait des conflits au niveau du football. Le sport, c'est d'abord un jeu. Et donc, on était là, maintenant, on a la date. Nous sommes très heureuses. Et en plus, il y a une femme qui est à la tête de cette institution. Je savais que c'était ce que Madame... Ça allait sortir, non? Mais parce que dès qu'il y a une femme qui est positionnée, c'est une joie pour nous. Mais simplement parce qu'il y a un trop grand écart entre les positionnements des hommes et des femmes. Donc, dès qu'il y a une qui monte... Ben, c'est tant mieux pour le compétition des compétences féminines. Voilà. Là, on vous permet d'échanger avec Madame la ministre. Vous avez sûrement quelque chose à lui dire. C'est un honneur de retrouver Madame la ministre ici sur ce plateau. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Alors moi, j'aime votre slogan, le slogan qui dit ce moment, le moment est favorable et ce moment c'est maintenant. Alors, je vais poser une question relative à la politique, les femmes en politique, femmes ivoiriennes, il n'y en a pas beaucoup en politique. Vous travaillez à cela. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous travaillez justement à cela, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes
veulent véritablement prendre le devant des choses. Parce que sur le terrain, bon, les résultats sont faibles. Mais si, c'est vrai, les résultats sont faibles, mais ça évolue quand même. Hein. Par exemple, au niveau des députés, on est parti de 8%, 11%, on est à peu près 13%. Mais les femmes ont envie. Vous savez, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec les femmes. Elles veulent être en politique. Mais il y a une certaine tradition, il y a des stéréotypes qui les bloquent déjà elles-mêmes. Elles aiment partout où il y a la paix. Vous savez qu'en politique, c'est un peu difficile. Donc, il faut les emmener. Dans tous les cas, il faut des femmes et des hommes en politique pour que le monde aille mieux, n'est-ce pas? Donc, même quand elles veulent reculer, il faut créer des programmes comme le Compédium pour les pousser, pour les encourager, pour les motiver. Et puis, les hommes aussi, il faut qu'on leur parle. Vous savez, c'est comme si vous avez de l'or, mais ce n'est pas exploité. Donc, si vous savez que hommes et femmes, à une certaine décision, ça peut faire avancer nos pays, donc aider les femmes à venir en politique. Parce qu'elles ne sont pas bêtes, elles ont beaucoup d'idées. Elles connaissent la société, elles maîtrisent la famille, elles maîtrisent le développement. De toute façon, on leur confie tout. Donc, allez les chercher pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est ce que l'État fait, c'est ce que certains papas, certains maris font, c'est ce que certains frères et sœurs ils font pour pouvoir aider les femmes en politique. C'est une nécessité, c'est un trésor inestimable qu'ensemble, nous devons trouver les stratégies pour les mettre en politique. Ok, merci beaucoup Madame la Ministre. Timing, dans combien de temps la première femme présidente de Côte d'Ivoire? Dans combien de temps, selon vous? Ben, on y travaille, on y travaille. À mon avis, ça ne sera pas pour longtemps. Il y a beaucoup de femmes qui sont capables, compétentes, qui ont envie de prouver. Ça ne sera pas pour longtemps. C'est une bonne nouvelle alors pour les femmes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et puisqu'on parle de ce bilan quand même du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, on parle de politique. Dites-nous, est-ce que vous avez d'autres aspects dont vous voulez faire le bilan 10 ans après? 10 ans après, on a décidé cette année de passer toute l'année 2022 à célébrer, à évaluer le compendium 10 ans après. Donc, on a déjà fait la conférence de presse pour montrer aux hommes et femmes ce qu'on veut faire. On a également fait la sortie du livre qui est un livre de leadership parce que 10 ans après, il faut écrire, il faut matérialiser, il ne faut plus que ce soit des paroles. Après, le clou, ça sera en juin. On va faire un colloque international où on va inviter tous les pays qui ont désiré avoir le compendium, qui est comme une méthodologie, un programme, une science qu'aucun autre pays n'a. Donc là, on va faire l'évaluation réelle. Mais si je dois évaluer, je vais prendre quelques points. Je disais tout à l'heure, par exemple, au niveau du Parlement. D'ailleurs, on a travaillé, on a formé plus de 1000 femmes et on est passé de 105 femmes en 2011 à 328 femmes en 2016, au moment où j'étais ministre, où on avait formé les femmes. Vous voyez, ça veut dire qu'on a triplé le nombre de femmes qui avaient envie d'aller en politique. Donc, si on continue comme ça, les chiffres vont changer. C'est pour ça que je lui disais que j'étais optimiste, parce qu'il y a beaucoup... Il suffit de les tirer. Vous savez qu'il y a une femme de CP2 qui a été faite députée en Côte d'Ivoire ici pour la première fois. Et après, elle a eu des promotions. Elle a commencé à aller à l'école. Elle vient même d'avoir le BPC. C'est possible quand on cherche à tirer les femmes de là où elles sont pour les amener. Et après, quand elle a été élue encore par son parti pour couvrir sa région. C'est dans la région de Tiasalé. Vous voyez, et c'est une femme qui ne croyait pas en elle. Mais on l'a motivée, tu as les capacités, tu maîtrises ta région, tu maîtrises le marché, pourquoi pas? Et puis elle a réussi, vous voyez, c'est ça le compendium. Maintenant, les autres bilans, c'est surtout les effets induits. Quand je rencontre, par exemple, la directrice de cabinet d'une grande institution, qui est une femme, qui me dit, Madame la ministre, le compendium m'a inspiré, le compendium m'a apporté beaucoup. C'est grâce au compendium que je suis là. Moi, je ne la connaissais pas. Oui. C'est à la faveur de la vente du livre que je suis allée rencontrer les institutions et j'ai dit, waouh, il y a tellement d'effets induits. Il y a des femmes aussi qui se sont prises en charge, même en milieu rural. On est allé à Boaké, on a identifié 502 femmes leaders dans les différents campements qu'on ne connaissait pas. Et ces femmes tellement motivées, elles vont tirer les autres. C'est tout un mouvement qu'on est en train de mettre en place. C'est pour ça que c'est un peu lourd, mais on a de nombreux résultats. En juin 2004, vous devenez responsable et titulaire de la chaire UNESCO sur l'eau et le genre. À ce titre, quels sont les acquis que vous avez favorisés? En tant que titulaire de chaire, la première des choses, c'était de faire comprendre l'approche genre et développement. Pour moi, ce n'était pas compris partout dans le monde.
Donc, on a créé nous-mêmes. Les gens varient d'un pays à un autre. Donc, on a créé des outils, on a créé des méthodologies qu'aujourd'hui, on enseigne au monde entier. C'est ce qu'on appelait les cours d'ingénierie du genre. On a tout fabriqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, aujourd'hui, quand on va au niveau des OCDE, la francophonie, l'UNESCO, tout le monde reconnaît ce qu'on a fait. Deuxième élément, comme je dis, le genre est un outil transversal. On peut le prendre en compte dans tous les secteurs. On a pris le genre dans le secteur de l'eau. On a dit d'impliquer les femmes et les hommes avec les stratégies genre dans le secteur de l'eau pour qu'il y ait de l'eau potable pour tout le monde et en toutes circonstances. Quand on a ça à l'UNESCO, on était en 2003. Et 17 ans après, on nous rappelle, là, bientôt en mars, nous serons à la conférence mondiale de l'eau qui se passe pour la première fois en Afrique pour parler de cette thématique. Vous voyez que on n'a pas perdu le temps. Oui. Et là, je vois cette responsabilité-là. En matière de genre, sincèrement, avec toute la modestie, mise à part, la Côte d'Ivoire est en avance. Et avec toutes ces responsabilités, vous devenez auteur du livre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Et on a bien envie de vous découvrir ou de vous faire découvrir la présentation de ce livre, avec la réalisation, bien sûr. Ce livre me parle particulièrement, il se lit facilement. Je l'ai reçu samedi, et c'est dimanche après le culte que j'ai commencé à le lire, mais c'est extraordinaire, avec des mots simples. Je peux même passer ce livre à une jeune fille de 10 ans, 12 ans, qui pourrait comprendre. Mais vous avez touché les fléaux de nos différentes familles à travers votre livre. Chapeau, Madame la ministre, parce que quand on lit ce livre, c'est-à-dire, je m'attendais à un livre de leadership assez compliqué, avec des termes techniques. Je dis, mon Dieu, est-ce que je pourrais finir de lire ce livre-là avant, bien sûr, de rencontrer Madame? Mais c'est extraordinaire, et c'est un livre, moi, je pense, qu'on devrait retrouver dans nos établissements pour enseigner des valeurs à notre jeune génération. Et là, pour la dédicace de ce livre, on a découvert votre fille, l'une de vos filles, qu'on écoute maintenant. Permettez-moi que je garde mon masque. Donc, je m'appelle Marie-Danielle Yao, donc je suis la fille de Madame Kwasi Euphrasie Yao. Et je tenais aujourd'hui à faire ce témoignage par rapport à ce livre que j'ai terminé de lire ce matin. Et je n'avais même pas dit que j'allais témoigner. Mais j'aimerais commencer par dire que quand maman a commencé à écrire ce livre, la première chose que j'ai dit, c'est « Je n'aime pas les livres de développement personnel ». Et c'est vrai, parce que j'aime beaucoup lire. Et j'aimais pas ce genre de livre parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu superficiel. Je trouvais que parfois, on pouvait avoir des recettes de la vie qui étaient toutes données, qui n'étaient pas pertinentes, et que, en fait, on était dans un cercle, on avait l'impression qu'on faisait des choses, mais en fait, on faisait rien. On faisait que lire, en fait. Et quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, maman m'a remis le livre qu'elle m'a même dédicacé. J'ai commencé à le lire et en une après-midi, je l'ai terminé. J'ai lu la première moitié et ce matin, j'ai terminé. Et je me suis rendu compte que ce livre, maman m'a dit quel est le genre littéraire de ce livre. Au début, elle m'a demandé. J'aimerais lui donner la réponse aujourd'hui. C'est un livre qui apprend la vie. C'est plus qu'une autobiographie. C'est plus qu'un livre de développement personnel. C'est un livre qui apprend la vie. Et la simplicité des mots fait que c'est un livre qui est accessible autant pour ma nièce de 12 ans qui a témoigné que pour moi. C'est des choses qu'on ne peut pas apprendre dans des livres qui donnent des recettes toutes faites. Et c'est ce qui est incroyable. Et moi, je dis souvent que le genre littéraire, le style d'art qui me parle le plus entre la musique et l'art, c'est l'écriture. Parce que quand on médite des mots, dans le secret, en fait, dans le silence de la lecture, ce sont des mots qui restent dans notre cœur. Parce que la lecture a quelque chose d'intemporel. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre qui est très édifiant et que je voulais dire, maman, je suis très très fière de toi. Et quand vous entendez votre fille parler comme ça de votre œuvre et de vous-même, pensez-vous avoir bien rempli votre mission en tant que mère, en tant que leader? Oui, je pense que le premier
La première victoire avec ce livre, c'est que tout le monde s'y retrouve. Bon, si vous me demandez, je ne sais pas comment je fais. J'avais envie de passer un message à des jeunes. Et même mes propres enfants, mes 2 filles, quand elles ont lu, il y a une qui a dit « Waouh, maman, on ne vous connaissait pas, ne te connaissait pas, maman. » Elle était un peu triste parce que, bon, j'ai raconté un peu mon histoire. Mais je me dis que j'ai fait œuvre utile. Et ma perception, ma vision, c'est que chacun puissent lire ce livre, que les mamans puissent l'acheter pour leurs enfants. Parce que je leur parle, à partir de 2 ans, lorsque j'ai été orpheline, que je n'ai pas connu ma mère, j'explique. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais je le fais pour que les enfants sachent que la vie n'est pas une roue, un itinéraire qu'on prend facilement, mais qu'on doit dépasser cela. Quand j'arrive à un moment donné sur les valeurs, je parle aux jeunes. Ils disent qu'ils veulent être comme moi. Ils disent qu'ils veulent que je leur parle 24 heures sur 24. Mais je leur explique à partir de mes valeurs. C'est tellement qu'ils ne savent pas. Il faut leur montrer. Quand j'arrive sur la chaire UNESCO, mon leadership, je parle aux hommes, je parle aux femmes pour voir comment est-ce que j'ai développé ce leadership qui est aujourd'hui reconnu partout dans le monde. Je vous ai dit que HEC a pris 30 livres pour donner à ses auditeurs. La BOAD vient avant-hier de me commander 300 livres. Ils avaient pris 30 et ils ont vu que c'était important. 300 livres pour distribuer. C'est la journée de la femme. C'est un grand moment. En plus de ce qu'on soit belle comme je suis actuellement, je pense que Naomi est belle. Merci beaucoup. Mais il faut qu'on construise aussi l'esprit. Et ce livre ne laisse personne indifférent, même des religieux. J'ai tellement de témoignages. Il a fait son témoignage, je sais qu'il me disait, mais ça c'est un livre saint. Je lui ai dit, ah, pasteur, vous exagérez. Mais c'est pour vous dire que chacun trouve ce qu'il cherche dedans. On ne peut même pas raconter le livre. C'est vrai, là il faut que tout le monde puisse le découvrir, mais vous avez aussi réussi à nous faire voyager dans les émotions. On peut pleurer avec vous. Oui. Après, on peut sourire. Après, on retombe encore dans des échecs. On se dit, bon, là, c'est terminé. Voilà. Et puis, à un moment inattendu, elle se relève. Ben, on vous invite à avoir ce livre et à le... on a des réactions, mais c'est incroyable. Le téléphone crépite. On réagit sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous permettre de voir, s'il vous plaît, déjà les félicitations qu'on a. Elle se présente, Nelly Kouassi. Merci à Matin Bonheur de célébrer la femme. Et on a une autre intervention, on ne l'a pas sur l'écran, mais on me l'a emmené, je peux vous lire. Les services d'avortement ne devraient-ils pas être accessibles à toutes les femmes qui le souhaitent? C'est la question de l'internaute Koné Shadrach. Pensez-vous que les femmes doivent avoir le droit à l'avortement, puisqu'on parle des droits de la femme? Vous savez, les questions d'avortement, il faut regarder le contexte. Est-ce que nos populations sont prêtes? Est-ce que la tradition, la culture... Nous, quand on fait le genre, contrairement à ce que les gens pensent, on regarde toujours l'environnement avant de prendre une décision. Vous voyez, non? Donc, il faut interroger, il faut comprendre les normes, les cultures. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à ça? Est-ce que... Donc, moi, je pense qu'on doit échanger sur la question, mais... Effectivement. Ouais. Et pourquoi accorder des droits particulièrement à la femme? Est-ce que accorder ces droits à la femme ne joue pas avec les préceptes sociologiques? Non, pas du tout. On a besoin, comme je dis, on est filles et garçons, non? Ça, c'est naturel. Voilà. Et on doit grandir ensemble, hommes et femmes. C'est ça. Et donc, si on voit qu'il y a un qui est en deçà, on l'aide à remonter. C'est aussi simple que ça. Même si c'était les hommes, on allait le faire. C'est cela. Renaud voudrait poser une question rapidement concernant la cherté de la vie, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Madame la ministre, dès demain, on entre dans le mois de la femme. Et puis, il y aura le 8 mars, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, dans un contexte un peu particulier. Hein, cette année, c'est celui de la cherté de la vie. Quel est votre regard sur la question? La cherté de la vie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire, si vous connaissez le sens de la journée, vous n'allez même pas poser la question. La journée, là, c'est pour faire le bilan de ce qui s'est passé. C'est pour prendre des mesures, pour évoluer avec la situation de la femme. C'est pour que dans chaque famille, monsieur regarde madame et dise, est-ce que j'ai fait un peu plus pour toi? C'est pour qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement dise, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ce combat que les femmes et les hommes mènent pour le développement du... Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le lien avec la cherté de la vie? On ne va pas nous empêcher d'évoluer en tant qu'hommes et femmes ensemble
Parce qu'il y a la cherté de la vie. C'est vrai que ça fait mal. Quand ça coûte cher, on ne peut pas manger à sa faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et même mangeant, on commence toujours par améliorer les conditions de vie. Mais si vous nous empêchez de célébrer, je vais me dire, quand on dit célébrer, vous avez l'impression que c'est pour faire que la fête. Non, c'est pour évaluer, c'est pour réfléchir, c'est pour conscientiser. Et donc, on ne peut pas. Il y a des pays dans lesquels c'est jour férié. Au Burkina, la journée de la femme est fériée. Donc, on va dire, comme il y a la cherté de la vie, on ne fait plus de jours fériés. De grâce. De grâce. Nous avons fait ce combat depuis longtemps. Nous voulons évoluer. Et c'est pour notre pays, ce n'est pas pour la femme. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire la promotion de la femme en tant que femme? Je vous parle de valoriser pour que hommes et femmes puissent aller ensemble. Je vous parle du genre. Je suis étiquetée sur le genre, qui est une approche qui veut qu'on vive ensemble. Voilà, simplement. Nous n'avons eu que 90 minutes et c'est passé comme si ce n'était que 9 minutes avec Madame la ministre Yao Kwasi Euphrasie Hortense. Quel privilège. Et je ne vais pas citer toutes les casquettes, je vais juste m'arrêter à ça. Désormais écrivaine, auteur de ce livre magistral, j'ai envie de dire, Le secret d'une aventure, et celle qu'on n'attendait pas au sommet s'y est retrouvée grâce à sa force d'abnégation. Madame la ministre, la conclusion de cette émission vous revient. Moi, c'est pour dire merci à la RTI. Simplement, merci à tous ceux qui vont lire ce livre et surtout merci à ceux qui vont l'acheter pour offrir toutes ces institutions qui en demandent pour la journée de la femme, pour leur structure, pour développer le leadership de leur personnel. Je leur dis merci et je demande à ce que chacun et chacune fasse la même chose. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est aussi cela. Quand tu as trouvé de l'or, une richesse, un trésor, il faut partager. Il y a des décideurs qui ont les moyens de le faire. Et ils le font bien. Je ne sais pas si je peux les citer, mais ces institutions, commençant par la présidente de la République, qui a acheté des livres pour toutes les femmes, et la CEI, comme on appelle le Conseil constitutionnel. J'ai peur d'en oublier, mais vraiment toutes ces structures, ça, ils se reconnaissent, qui ont acheté les livres. Et je demande au DG, vous avez vu la BOAD, il y a des directeurs aussi qui l'ont fait. Faites-le. On peut être belle, mais on doit d'abord construire notre mentalité. L'année prochaine, là, quand on va lire le livre, on va développer notre leadership, notre capacité de résilience, et on vous dira merci. Donc, ce livre est à vous. Merci, Madame la Ministre. J'ai le mien pour l'avoir dans toutes nos librairies, pour l'avoir aussi sur Internet. Vous tapez seulement le nom de Madame la Ministre et ce sera disponible pour vous. N'oubliez pas, mesdames, on a rendez-vous le 8 mars en uniforme. On a déjà commencé en couleur, Madame la Ministre et moi. Merci de nous avoir suivis. À demain.